Si Jean-Marc Jancovici, donc maintenant place aux questions. Moi j'ai une première question à poser. Dans le monde agricole, on parle souvent que pour lutter contre le changement climatique, il suffirait d'une initiative qui s'appelle le 4 pour 1000, qui a été lancée par Stéphane Le Foll, il me semble, où il suffirait, et il y a probablement des agriculteurs qui font de l'agriculture de conservation des sols dans la salle, et qui sont très axés là-dessus, qui consisterait à augmenter de 4 pour 1000 le taux de matière organique des sols cultivés pour capter le carbone qu'on rejette en trop. Qu'en est-il? Alors je confesse ne pas avoir eu l'occasion jusqu'à maintenant de faire des calculs un peu détaillés sur ce que ça voudrait dire en termes de surface concernée par les changements de pratique, de quelles pratiques on parle. Est-ce qu'on continue à labourer comme avant et on plante des arbres? Est-ce qu'on plante des arbres et on arrête de labourer? Est-ce que ça suffit de faire ça sur telle surface ou est-ce que, etc. Voilà. Donc j'ai pas eu l'occasion de faire des calculs d'ordre de grandeur là-dessus. Ce qui est sûr, et enfin, dernier point, ça ne concerne que le CO2, ça ne concerne pas le méthane, parce que le méthane, on ne peut pas le remettre sous terre. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que encourager des pratiques de cette nature me semble être une bonne idée. Alors ça me semble être une bonne idée à plusieurs titres. D'abord parce que ça... Et dernier point, la reprise du carbone par les sols n'est pas un phénomène perpétuel. C'est-à-dire qu'en gros, une fois que les stocks se sont reconstitués, à ce moment-là, la séquestration du carbone par les sols s'arrête. Alors quels sont les... Moi j'ai compris qu'il y avait quelques techniques qui permettaient de faire ça, qu'il y avait le semi-direct sans labour. Alors avec un petit sujet, c'est que pour le moment pour faire ça on a besoin de glyphosate. Voilà, le monde n'est pas parfait. Il y a un deuxième sujet qui est l'agroforesterie, c'est-à-dire remettre des haies, etc. Mais qui par ailleurs à mon avis n'est pas une idée idiote, même sans parler de carbone, parce que ça limite l'érosion des sols, et qu'aujourd'hui on est quand même en train de perdre des sols. Et que c'est un vrai sujet. Donc, d'une manière, et enfin, le fait de remettre des végétaux verticaux à côté des champs, ça permet également, dans un certain nombre de cas, de baisser également l'utilisation des phytosanitaires, parce que ça permet de remettre des prédateurs qui vont aller manger un peu plus facilement les insectes, etc. Alors, ça ne marche pas avec les champignons, mais enfin, voilà, ça marche avec quelques prédateurs quand même. Après, il faudrait faire les calculs. Donc les calculs, moi je ne les ai pas faits, donc je n'ai pas de commentaires particuliers à faire en disant il suffit de faire ça, etc. Mon sentiment, c'est que je pense que c'est utile et pas suffisant. Le dernier point, c'est que la dérive climatique enclenchée va également impacter les rendements à l'avenir. Donc aujourd'hui, on a tendance à raisonner à conditions climatiques constantes en disant pour le moment les trucs poussent, etc. Mais il faut être sûr qu'ils poussent de manière durable. Donc il ne faudrait pas que ce qu'on plante, on ait besoin meure par exemple, parce que les conditions climatiques changent, il n'y a plus assez d'eau, etc. Mais c'est clair que, encore une fois, ce qu'on a coutume d'appeler à la fois agroforesterie et pratique sans labour, c'est des bonnes idées. Enfin, de mon point de vue, c'est des bonnes idées. Une dernière question avant de donner la parole à la salle. Le CO2 de l'atmosphère qui est rejeté reste très longtemps. Est-ce que le méthane et le protoxyde d'azote reste aussi longtemps? Alors le protoxyde d'azote à peu près aussi longtemps. Le méthane a un cycle beaucoup plus court. Le méthane est un gaz qui, quand on en relâche 1 kg, instantanément, il absorbe beaucoup plus de rayonnement infrarouge que le CO2, qu'un kilo de CO2. Donc il a un pouvoir instantané d'absorption des infrarouges qui est plusieurs centaines de fois supérieur. Par contre, il reste beaucoup moins longtemps dans l'atmosphère parce que c'est un gaz qui a un processus spontané d'épuration dans l'atmosphère. Il est oxydé dans l'atmosphère, le méthane, et il se transforme en CO2. Donc à cause de ça, on a coutume de dire que sa demi-vie est plutôt de l'ordre d'une dizaine d'années, alors que pour le CO2, c'est plutôt de l'ordre du siècle. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que si on veut limiter le réchauffement à très court terme, en fait c'est sur le méthane qu'il faut faire le plus d'efforts. Eh oui, ça veut dire diminuer le nombre de bovins. Nous sommes sur une terre qui a encore un peu d'élevage ici, oui. Et c'est difficile de le dire. Ça dépend. Dans les mesures qu'on est en train de regarder au Chip Project, et justement qu'on essaye de discuter avec des gens du monde agricole, il y a l'idée, alors vous allez me dire aujourd'hui c'est pas possible avec la PAC, mais quand même, il y a l'idée qui consisterait à avoir moins de bêtes et à payer plus cher au kilo. Et à titre personnel, alors je dis pas ça pour vous faire plaisir, je vous ai montré tout à l'heure l'évolution de ce que coûte la nourriture et de ce qui va vraiment au monde agricole. Je suis totalement persuadé qu'on ne peut pas faire progresser le monde agricole en le laissant avec aussi peu d'argent qu'aujourd'hui. Donc il me paraît clair que ce que la société devrait passer comme contrat avec le monde agricole, c'est d'augmenter ses revenus, globaux, en échange de pratiques
qui sont plus en accord avec ce qui serait nécessaire pour régler une partie des problèmes que j'ai évoqués. Voilà. Et donc, pour être très cash, une des évolutions qu'il faudrait avoir en France, c'est arriver progressivement à une division par 2 du cheptel bovin, tout en multipliant les prix en sortie d'élevage au kilo par 4. Voilà. Si je fais court. Et en matière de cheptel bovin, on peut aussi s'intéresser à son alimentation, parce qu'il y a des zones agricoles, des prairies qui ne peuvent pas. Il y a des surfaces agricoles c'est cela qu'il faut conserver en priorité. Absolument, donc en gros, l'élevage qu'il faut supprimer, c'est l'élevage hors sol, quoi. Bon, si je suis... L'élevage. Les stabulations dans lesquelles vous avez des vaches qui toute l'année mangent des trucs qu'on leur sert dans des grandes mangeoires. Voilà. C'est un modèle qui est plutôt américain. Non, ici, en France, on a aussi ça pas mal en Bretagne. Oui. Voilà. Mais dans le perche, pas trop. En montagne, surtout, c'est des porcins. Je veux dire, alors qu'en perche, on essaye plutôt de développer des prairies sous réserve que l'on ait de l'herbe toute l'année, ce qui n'est c'est aussi un impact du changement climatique. Sauf cette année où on a eu de l'herbe toute l'année pour les animaux, mais en règle générale, il y a des éleveurs du perche qui pourraient le confirmer, du 15 juin jusqu'au des fois 15 septembre, voire 30 septembre, c'est très difficile, on est obligé d'alimenter les animaux. Voilà, je laisse la parole à la salle. Alors, c'est un débat sur l'agriculture. Voilà. Alors, évitez, vous posez une question, évitez de faire une conférence à une question précise et on essaiera d'y répondre pour que tout le monde puisse poser sa question. Merci. Bonjour, et c'est un grand honneur de vous avoir ici. J'ai une question globale. Voilà. Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir quel serait par exemple, en calcul, le taux d'émission de CO2 en l'occurrence, ou méthane, donc à population égale quantitativement aujourd'hui, mais avec un mode de production, donc de consommation, postérieur à l'ère industrielle. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et deuxième question, est-ce que, si vous me permettez une deuxième, quel est, à votre avis, l'impact, et quel sera l'impact des technologies avancées, entre guillemets avancées, donc l'intelligence artificielle, tout ça, sur l'émission de CO2. D'accord. Alors je ne suis pas sûr d'avoir compris la première question. C'est à combien il faudrait redescendre, c'est ça? Non, quel serait l'impact, quel serait le taux par personne, enfin, sur la population, quel serait le taux d'émission globale sur la Terre, donc de CO2, pour comparer avec le mode de production qu'on a aujourd'hui, qui est le produit de l'ère industrielle, comparativement à ce que c'était avant, pour parler justement des revenus de l'énergie renouvelable. Alors avant, il y avait, en fait, on compte aujourd'hui que les émissions de CO2 qui viennent en plus du cycle naturel. Donc, en fait, avant, quand nos ancêtres n'utilisaient pas d'énergie fossile, et qu'ils n'étaient pas en train de déforester, parce qu'en fait les émissions de CO2 ont commencé au moment où ils ont déforesté, parce que quand on déforeste, on coupe des forêts, et le stock de carbone qu'il y a dans la forêt, il passe dans l'air. On brûle le bois, etc. Donc avant ça, les émissions de CO2 planétaires, elles étaient uniquement naturelles, et elles étaient totalement équilibrées par ce qu'on appelle les puits naturels. Donc chaque année, vous aviez, en ordre de grandeur, 400 milliards de tonnes de CO2 qui étaient émis par les océans et les écosystèmes. Alors l'émission des écosystèmes, c'est la respiration des animaux ou des végétaux, parce que les végétaux respirent. Et dans les animaux qui respirent, il y a tous les microbes qui décomposent la matière morte. Il y a aussi ça. Et vous aviez de l'autre côté 400 milliards de tonnes de CO2 qui étaient soit absorbées par l'océan, mais pas aux mêmes endroits, soit absorbées par la photosynthèse. Voilà, les deux s'équilibraient. Et en fait, c'est le fait qu'on ait rajouté, nous, des émissions venant de l'utilisation des combustibles fossiles qui a déréglé le système. Voilà, donc à l'ère pré-industrielle, il n'y avait pas d'émissions de CO2 provenant des hommes, sauf pour la déforestation. C'est ça qu'on avait. Alors deuxième question sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le système numérique sur Terre, donc la fabrication des ordinateurs, des smartphones, des serveurs, des réseaux de télécom, et le fonctionnement de tout ça, c'est à peu près 4% des émissions annuelles. À peu près, et ça augmente de 8% par an, extrêmement rapidement. Donc l'intelligence artificielle, c'est pas bon du tout pour les émissions, parce que ça consiste à augmenter, voilà, donc tout ce qui est réalité virtuelle, jeux 3D de machin, etc. en ligne, et les abonnements à Netflix, tout ça, c'est pas terrible pour la planète. Aujourd'hui, dans l'augmentation du trafic Internet, qui est responsable donc de l'augmentation de l'empreinte carbone du numérique, c'est essentiellement la vidéo qui tire ça.
Et dans la vidéo, vous avez 4 usages qui sont à peu près équivalents en termes de trafic. Vous avez Netflix et assimilé, donc le streaming. Vous avez le porno. Vous avez YouTube. Et enfin, vous avez tout le reste, c'est-à-dire votre cousine qui vous envoie la vidéo du petit dernier, là, qui fait aga-aga, en ayant attrapé la queue du chat. Voilà. C'est ça les quatre usages qui, en ce moment, sont en train de tirer très fortement l'augmentation du trafic. Et donc, pour ça, il faut fabriquer des engins plus puissants, des serveurs plus puissants, les faire tourner plus longtemps, fabriquer des réseaux plus puissants, changer les smartphones, etc. Donc tout ce qui va dans le sens de l'augmentation de l'empreinte numérique est aujourd'hui plutôt globalement une mauvaise idée pour lutter contre, pour modérer les émissions de gaz à effet de serre. La 5G ne va pas être une bonne nouvelle, par exemple. Ça va être dur à dire, ça. Non, on l'a dit. Au Conseil pour le climat, on l'a dit. C'est dur à reprendre pour la presse, parce que après, les gens qui font de la pub pour les smartphones leur font les gros yeux. Mais c'est parfaitement facile à dire. Bonjour, merci beaucoup pour votre conférence. Comme beaucoup d'agriculteurs, notre vie tourne beaucoup autour de la PAC. Et comme vous l'avez présenté, dans une Europe avec une forte population et donc une agriculture forte mais totalement dépendante des énergies fossiles importées, puisqu'on n'en produit que très peu, dans un avenir où justement cette importation va être à diminution, est-ce qu'une Europe à 27 pour se décider sur d'où vient cette importation est toujours intelligent, ou est-ce qu'il va falloir au contraire se reporter sur un débat plus national que européen? Alors la PAC est déjà en train d'évoluer vers un système hybride, puisque vous savez que sur le deuxième pilier, donc notamment toutes les mesures environnementales, il y a une marge de manœuvre importante au niveau national. Que du reste, notre pays, à mon avis, n'exploite pas à fond et de manière suffisamment intelligente. Je vais redire ce que j'ai déjà dit. Je considère qu'aujourd'hui, la bonne équation, alors j'ai parlé de la 5G juste avant, moi il me semble que dans le budget des ménages, il faut moins de 5G, plus pour la nourriture, et que ce plus pour la nourriture, il aille essentiellement permettre de donner à l'agriculture les moyens de faire différemment. On peut imaginer plein de mécanismes. Donc au Shift Project, on a réfléchi à plein de trucs. Je vais vous en donner deux. Donc, un premier, c'est via l'augmentation des labels, allant avec des cahiers des charges, d'augmenter les prix garantis. À titre personnel, j'aurais préféré, plutôt qu'on mette 150 milliards dans les éoliennes et les panneaux solaires, qu'on mette des prix garantis en sortie d'élevage pour les gens qui respectent des cahiers des charges sympathiques du point de vue de l'environnement. Ça m'aurait paru beaucoup plus pertinent et amener des bénéfices de toute nature beaucoup plus importants. Un autre truc qu'on pourrait imaginer, c'est que la collectivité reprenne à sa charge l'endettement des agriculteurs qui ne peuvent pas changer de modèle parce qu'ils doivent rembourser leurs dettes. Voilà. Tout ça va coûter quelque chose au consommateur final. Il faut imaginer un mécanisme qui permette de le faire. Alors, aujourd'hui, c'est clair que pour moi, c'est un sujet plus important, ça, que le fait qu'on décide des importations de pétrole à 27, parce qu'en l'occurrence, on ne les décide pas à 27. Le pétrole, chaque pays achète son pétrole. Donc la France décide des contrats qu'elle passe, ou plus exactement les raffineurs, parce que c'est eux qui achètent le pétrole en France. C'est les raffineurs qui achètent le pétrole et qui du coup le raffinent et ensuite vendent les produits raffinés en France. Donc les vrais importateurs de pétrole en France, c'est les raffineurs. Il n'y a pas de politique nationale d'achat, c'est pas l'État qui achète. Et pour les gaziers, alors pour les gaziers, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas qui achète pour le gaz, mais je pense que c'est LG. Mais pour le pétrole, ça j'en suis sûr, c'est les opérateurs qui possèdent des raffineries. Il me semble que l'Europe est pour le moment un cadre un peu rigide, plus ennuyeux, entre guillemets. Je ne dis pas qu'il faut en sortir, mais je dis qu'il faut arriver à faire quelque chose avec cette rigidité en ce qui concerne l'évolution de l'agriculture face à ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire à la fois la question des intrants fossiles, et la question du changement climatique. Et encore une fois, innover, ça demande de l'argent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de miracle. On n'y arrivera pas sans ça. Et par ailleurs, effectivement, au Shift Project, on dit que ça serait bien de faire revenir la population agricole à 1 million de personnes. On n'y arrivera pas non plus sans mettre d'argent. Voilà. Donc c'est très clair, de notre point de vue, qu'il va falloir que dans le budget des ménages, on accepte de payer la nourriture plus chère. Pas nécessairement beaucoup plus cher, parce que par ailleurs,
on peut très bien décider qu'il y en a une fraction plus faible qui passera par la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Hein. Tout ça est une affaire d'arbitrage. Hein. Si les gens vont plus souvent au marché pour s'acheter des carottes et du lapin plutôt que d'aller acheter des trucs tout près, mais le sujet européen majeur, pour moi, il est plus là. Il est dans l'orientation de l'agriculture, avec en plus des pays qui ne sont pas homogènes de ce point de vue. C'est-à-dire que l'intérêt des Polonais et l'intérêt des Français n'est pas exactement le même. Quoi. Bonsoir. Une question plus globale. Vous nous avez exposé de façon très factuelle ce qui semble être une catastrophe à très court terme, dans les 10 années, 20 années, 50 années qui viennent. Comment est-ce que vous faites pour ne pas désespérer devant quelque chose qui semble assez inéluctable? Et en particulier devant le manque d'action ou le manque de changement rapide qu'on pourrait espérer face à un danger aussi grave. Parce que je suis comme vous, et comme tout le monde dans la salle, de temps en temps, ma cervelle rationnelle, et il y a ma cervelle affective qui prend le pas sur ma cervelle rationnelle. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi cette expérience qui s'est appelée la Convention citoyenne pour le climat. Alors la Convention citoyenne pour le climat, pour moi, son enseignement majeur, il n'est pas tellement technique, c'est pas tellement les mesures qu'ils ont proposées, l'enseignement majeur, parce qu'en fait les gens qui réfléchissent retombent toujours sur des trucs qui se ressemblent. Il est sociologique, c'est-à-dire que vous avez amené 150 personnes qui ne se connaissaient pas, qui venaient de toutes les régions de France, de toutes les professions, ou de l'absence de profession, etc., de tous les sexes, même s'il n'y en a que 2, vous en avez fait en l'espace de quelques mois, et de 8 week-ends, hein, puisque c'est le temps qu'ils ont travaillé ensemble, des gens considérablement motivés pour avancer sur le sujet et prêts à proposer des mesures, certaines restrictives, qui se seraient donc appliquées à eux-mêmes, et donc ils ont été motivés pour proposer ce genre de choses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé pour moi 3 choses. Il s'est passé une première qui est un peu désagréable et qui peut-être que certains d'entre vous ont découvert ce soir, c'est la primo-injection sur le problème à traiter. Donc ça, c'est pire que le vaccin, ça fait un peu mal. Moi, j'ai l'habitude, parce que, bon, j'en suis à mon 1000e rappel. La deuxième chose qui s'est passée, c'est qu'on les a mis ensemble. Donc, personne n'a été seul face à l'adversité. Ils ont formé un collectif d'entrée de jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est très important aussi. Et la troisième chose qui est importante, c'est qu'on leur a demandé de faire des propositions pour que les choses s'améliorent. Ces 3 conditions-là, en fait, c'est quelque chose qui peut faire basculer, à mon avis, une fois qu'on les a réunis, les mentalités peuvent changer assez vite. Donc, je suis d'accord avec vous qu'on va se prendre une partie des baffes. De toute façon, le coup est parti, donc on va se prendre une partie des baffes. Mais il y en a toujours une partie, vous savez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc il y a toujours une partie qu'on peut espérer éviter. Et plus on s'agite en disant qu'il faut qu'on s'agite, pardon pour la répétition, face au sujet, et plus on peut avoir l'espoir qu'on évite une partie des choses désagréables et qu'on préserve l'essentiel, c'est-à-dire une société à peu près stable, où on est à peu près content de croiser son voisin, ou en tout cas pas trop mécontent, et où on garde espoir pour l'avenir. C'est-à-dire il y a quelque chose dans l'avenir qui fait que quand même on garde espoir. Et je pense qu'on agira beaucoup plus vite, de toute façon, ou on agira plus exactement qu'à partir du moment où on arrive à faire les choses de manière collective. C'est absolument évident pour moi. Alors moi j'ai la chance de cocher déjà à peu près toutes les cases que coche aussi la Convention citoyenne, puisqu'il se trouve que mon travail au quotidien, c'est d'essayer de m'agiter sur le sujet. Donc les entités dans lesquelles je suis sont des entités qui ont cette fonction, que ce soit Carbon 4 ou le Shift Project. J'ai la chance de travailler avec des gens qui sont considérablement plus jeunes que moi en moyenne et assez motivés, puisque Carbon 4, la moyenne d'âge doit être à 28 ans, moi compris. Donc j'ai envie de dire, mes sens me donnent un quotidien qui n'est pas celui de l'effroi qu'on peut ressentir quand on découvre le problème. Donc c'est une des choses qui fait que je ne suis pas comme une partie des gens dans cette salle qui éventuellement derrière se retrouvent seuls face au problème à traiter en se disant qu'est-ce que je vais faire, je suis noyé, donc surtout je vais rien faire parce que le truc est trop angoissant, quoi. Donc pour avancer, c'est vraiment important de commencer à se mettre ensemble et à avoir envie de faire des choses ensemble. C'est absolument essentiel. J'ai bien compris, quand la contrainte sera très forte, l'évolution sera possible. Non, la contrainte est déjà forte. En fait, si on regarde les bons indicateurs, la contrainte, elle est déjà là.
Simplement, on n'a pas tendance à regarder les bons indicateurs. En fait, si vous regardez un certain nombre de choses qui comptent, encore une fois, la contrainte est déjà là. Parlons des rendements des cultures. Vous voyez bien que ça évolue plus dans le bon sens depuis un certain temps maintenant. Alors, pour les cultures céréalières, hein, colza, blé, orge, qui est une grande partie de l'assolement dans les grandes zones de grande culture, il y a de la volatilité sur les rendements, il y a encore plus de volatilité sur les prix, surtout. Tout à l'heure, vous avez parlé de boursicoteurs pour les agriculteurs. En fait, ils ne sont pas boursicoteurs par plaisir. Hein. Non, c'est bien dit, malgré vous, mais c'est ce que... Ils ont besoin d'avoir de visibilité sur le long terme, et l'un des moyens, c'est le BATIF, effectivement. Mais le BATIF pourrait être uniquement géré par les coopératives et avec des prix moyens de campagne, mais une dérive individualiste chez les paysans qui fait que c'est comme ça. Mais donc une partie des... Vous voyez bien aujourd'hui là, que au niveau économique, parlez de 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008 ? En 2008, il s'est passé le contre-coup du choc du pic pétrolier mondial. Si je reprends l'histoire depuis 1974, en 1974, donc un pétrole qui augmentait de 8% par an passe à 1% d'augmentation par an. Et donc l'État-providence qui s'était mis en place dans tous les pays occidentaux n'encaisse plus des recettes qui croissent aussi vite qu'avant, puisque la croissance était très forte et que l'État il encaisse une partie du PIB, c'est ça les impôts, hein. Alors qu'il avait mis en place des mécanismes de redistribution sur lesquels il n'a pas prévu d'ajustement à la baisse. Donc il démarre l'endettement. L'endettement des États était quasiment inexistant avant les chocs pétroliers, les 30 Glorieuses avaient tout effacé et il n'y avait quasiment plus rien. Au moment des chocs pétroliers démarre l'endettement qui n'a pas cessé de croître depuis. Il n'a pas cessé de croître parce que ça fait 50 ans qu'on se dit la forte croissance va revenir, donc tenons bon encore un an, et en fait elle n'est jamais revenue. Et depuis 2008, elle est non seulement jamais revenue, mais il n'y en a plus du tout. C'est-à-dire que si vous regardez la croissance de l'économie réelle depuis 2008, il n'y en a plus. La production industrielle en Europe aujourd'hui est la même que celle en 2007. Le nombre de logements et de bâtiments qu'on construit en Europe chaque année aujourd'hui est inférieur à 2007. Le nombre de tonnes qu'on charge dans les camions aujourd'hui est inférieur à ce qu'on avait en 2007. Donc en fait, la vraie croissance, c'est déjà de la décroissance. Alors, il y a des artefacts monétaires qui font qu'on a encore de la croissance du PIB dans des trucs, par exemple, quand le prix de l'immobilier augmente, le crédit immobilier augmente, puisqu'on vous prête plus d'argent pour acheter votre maison ou votre appartement, et ça, c'est compté au nominal dans le PIB, c'est pas déflaté. Donc le produit bancaire augmente, mais en fait, c'est de l'inflation. Bon, bref. Donc, mais c'est pas déflaté. Donc le PIB, il continue à augmenter avec quelques trucs qui sont mal corrigés, en fait. Mais depuis 2008, il n'y en a plus du tout de croissance. Donc les ennuis, alors c'est un petit ennui pour le moment, c'est déjà un gros ennui pour une partie des gens qui perdent leur job, etc., mais c'est encore un petit ennui. Mais les signaux faibles, ils s'observent partout. Les signaux faibles, ils s'observent partout. Le Rhin était à sec en 2018. À sec. Le Rhin. Bon. C'était un problème pour exporter des céréales, entre autres. Oui, non, mais... Enfin, vous voyez, donc les ennuis, ils ont déjà commencé. Hein. On revient à des questions. Alors, bonsoir. Moi, je travaille pour un équipementier automobile. Et en ce moment, les constructeurs nous disent qu'il faut être neutre en carbone en 2040, 2050. Bon, neutre en carbone, une entreprise, ça ne veut rien dire, mais on comprend le message. Et donc, on nous vante le plastique fait à partir d'huile de ricin, le caoutchouc fait à partir de pissenlit. Alors, qui c'est qui va décider si dans les champs, on plante des pissenlits ou des courgettes ? Pour le moment, c'est le marché. Ouais. C'est-à-dire que pour le moment, c'est la valeur économique la plus importante qui pilote la destination. Alors, il y a déjà ce qui pour moi est un drame qui se passe aux États-Unis. 40% du maïs qui pousse aux États-Unis finit dans un réservoir de voitures. 40%. Ce qui fait 14% du maïs mondial compte tenu de la part des États-Unis dans la production mondiale de maïs. On a déjà en France une partie du colza qui sert aussi à alimenter nos voitures. Donc en fait on a déjà une concurrence entre usages. Alors c'est clair qu'on ne va pas pouvoir tout faire à la fois. Quand on regarde ce qu'on voudrait faire, on voudrait à la fois des modes des pratiques agricoles plus douces. Et les pratiques agricoles plus douces, il y a un certain nombre de cas de figure, notamment pour les céréales, où ça baisse les rendements. Pas dans toutes les cultures, mais les céréales, ça baisse les rendements. On voudrait plus d'espace pour la biodiversité. Donc là, ça veut dire qu'on n'y touche pas, on ne fait pas de culture, etc. On voudrait plus de bois pour remplacer le ciment dans la construction. Ça demande d'avoir plus de surface.
On voudrait aussi plus de bois pour le chauffage et mettre dans les réseaux de chauffage, etc. Ça demande de la... Donc vous voyez bien que c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, on a une concurrence d'usage des sols qui augmente. Et pour le moment, ce problème de la concurrence d'usage des sols, il n'est pas réglé par une planification, il est réglé par des prix. Donc pour le moment, c'est le marché qui décide si on plante des pissenlits ou des courgettes. Après, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, on ne va pas planter tant de pissenlits que ça, parce que quand vous regardez les masses dont il faudrait disposer pour remplacer le pétrole, juste on s'en sort pas. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, si on transformait la totalité des céréales mondiales, donc les 4 principales, blé, maïs, riz et soja, en agrocarburants, ça ferait le quart du pétrole qu'on consomme. Le quart. Il faudrait donc utiliser la moitié des céréales mondiales, ou l'équivalent, etc., pour remplacer ce que nous fournit la pétrochimie, qui utilise aujourd'hui 10-15% du pétrole mondial. Donc si on ne veut faire que des durites en pissenlit, ou des joints de boîte de vitesse en pissenlit, pas exactement ce que fait votre équipementier, eh bien il faudrait utiliser pour ça, en gros, la moitié des terres arables qu'on utilise pour faire des céréales. Bon, vous voyez bien qu'on ne va jamais arriver à un niveau pareil. Donc on en fait un peu aujourd'hui. Alors oui, nous à Carbone 4, on a travaillé sur des analyses de gens qui faisaient du plastique avec de l'éthylène issu de la canne à sucre, enfin des trucs dans ce genre-là. Au niveau de consommation que nous avons aujourd'hui, ça ne peut pas devenir quelque chose de majeur. Ça ne peut pas. En plus, il y a des vraies difficultés comptables là-dedans, parce que si la culture qui permet de faire la molécule, enfin si la molécule organique qui permet de faire le plastique vient d'une culture qui de proche en proche a engendré de la déforestation, vous mettez un truc non alimentaire sur une surface, du coup vous allez défricher à côté pour faire de l'alimentation, alors là c'est pire que d'utiliser du pétrole en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Tout ça est très embryonnaire aujourd'hui et il y a de bonnes chances pour que votre employeur n'ait pas très envie de mettre les sommes qu'il faudrait mettre dans le jus de cerveau nécessaire à la compréhension de ce que ça veut dire. Je le sais parce que c'est mes clients. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui, dans ce domaine-là, font des méthodes qui sont destinées à se rassurer et pas des méthodes qui sont destinées à bien comprendre le problème. Voilà, c'est un des effets pervers qu'on constate. Bonjour, Jean-Marc Jancovici. Je voudrais d'abord vous remercier parce que ça fait 8 ans que je vous suis. Donc j'apprécie énormément votre pédagogie et je trouve que ça a apporté énormément au débat public. Donc merci beaucoup pour ça. Moi j'ai une question qui concerne votre positionnement sur la décroissance. Parce que vous nous avez dit à un moment de votre présentation, comme vous le dites souvent, bah ça c'est une façon assurée pour diminuer les émissions de CO2. D'abord, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de cas particuliers dans plein d'économies mondiales différentes, donc qui fonctionnent différemment. Chaque économie, c'est une recette. Et du coup, la corrélation, elle est valable au niveau global, et elle est valable sur des gros indicateurs, par exemple, si on dit, voilà, si on baisse de 10% le PIB, évidemment, il va y avoir une baisse de consommation d'énergie et donc des émissions. Mais en même temps, si on baisse de 80%, si on fait une grosse décroissance, eh bien, c'est pas du tout évident que la corrélation sera encore valable, quoi, parce que dans ce cas-là, on aura par exemple effondré le système hospitalier, et là, il y aura encore le service radio dans votre hôpital du coin, mais il n'y aura plus la cancérologie, et on vous dira, vous avez un cancer de stade 3, et là, les gens vont se précipiter pour aller voir un chaman au Pérou. Voilà, donc du coup, ça fera plus d'émissions, et ça ne sera pas terrible. Et vous avez dit ça, vous avez dit, vous avez dit la décroissance, c'est la manière la plus assurée de baisser les émissions. Puis vous avez dit, moi je suis pour qu'on diminue par 2 le cheptel, mais qu'on multiplie par 4 les revenus des éleveurs. Donc c'est un petit peu contradictoire, parce qu'en fait, si vous êtes pour la décroissance, mais pour augmenter le revenu des éleveurs, vous avez à côté les infirmières qui veulent plus, les profs qui veulent plus, tout le monde veut plus. Et donc du coup, vous créez une situation à la vénézuélienne en faisant tourner la planche à billets, à partir d'une économie qui est toujours en décroissance, donc qui vaut de moins en moins. Eh bien, c'est un peu ce que la Convention citoyenne pour le climat a fait en disant on va mettre les 32 heures en faisant de la décroissance. Ça ne tient pas debout, puisque vous avez dit qu'on allait... Est-ce que vous poser une question, plutôt que faire une conférence, oui, la question précise, et après Jean-Marc vous répondra. La question précise, c'est voilà, il y a des recettes dans l'économie, et donc par exemple, si on se base sur combien il y a besoin de vaches pour paître et pour maintenir les pâturages en France, on
dit voilà, c'est ça la quantité de vaches. Et puis à côté, on remplace les calories des vaches par des steaks végétariens à base de haricots rouges, parce que ça fait beaucoup moins d'émissions, on le sait, mais ça fait plus de PIB et plus de travail. Donc la question c'est, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller un petit peu plus loin que justement cette affirmation du lien entre CO2 et PIB? Alors, quand je dis le moyen le plus assuré pour diminuer les émissions, c'est de baisser le PIB, je ne suis pas en train de dire je suis un partisan de faire ça. Je dis juste, le reste, c'est des paris. Et aujourd'hui, une partie de ces paris repose sur des slogans non démontrés. C'est ça mon point de vue. Si je suis un peu plus précis, avec la seringue dans laquelle on est en ce qui concerne l'approvisionnement énergétique européen, je pense que malheureusement, on ne va pas y couper. Donc, mon propos, il est de dire il faudrait que nous ayons des plans pour l'avenir qui ne soient pas conditionnés par l'existence de la croissance. D'accord ? Il y en a pas, il n'y en a pas. Voilà, c'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire. Ma conviction personnelle, c'est que nous allons rentrer en phase de décroissance. Pas parce que je le souhaite, parce que ça va s'imposer à nous. Voilà ce que je crois. Dans ce contexte-là, il va falloir, c'est la question que j'ai posée tout à l'heure, la difficile question, c'est comment on répartit l'effort. Alors, si on commence à se dire, Bernard Arnault ou moi, on doit contribuer plus qu'une infirmière, jusque-là, on est d'accord. Après, est-ce qu'on peut imaginer un système dans lequel il y a toute une catégorie de la population, alors pas lui parce que, etc., qui ne contribue pas, là je dis non, je pense qu'on ne va pas y arriver comme ça. Et enfin, ce que j'ai dit sur l'agriculture, j'ai parlé tout à l'heure de la part de la nourriture dans le budget. Et j'ai dit c'est ça qui doit augmenter. Ça veut dire qu'il y a d'autres trucs qui vont décroître. Donc je suis tout à fait pour que la part de l'électronique dans le budget décroisse. Je suis tout à fait pour que les gens gardent leur smartphone 10 ans, et tant pis pour le progrès technique. Par contre, ça libérera du pouvoir d'achat pour faire autre chose. Donc je ne suis pas en train de vous dire je vais augmenter les revenus de tout le monde dans un contexte dans lequel il y a de la décroissance, je sais très bien que ça ne marche pas. Je suis en train de vous dire, je pense qu'il y a des rééquilibrages à faire au sein de la manière dont on gère nos propres dépenses, et qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout optimal. Et par ailleurs, égoïstement, il y a un truc sur lequel on peut jouer en France, qui est les importations. Donc à partir du moment où on consomme moins de trucs importés, ça libère éventuellement de la possibilité de financer des activités domestiques. Et là, on peut, pendant un temps, pas éternellement, mais pendant un temps, marier à la fois ce que d'aucuns appellent de la sobriété et d'autres de la décroissance, avec paradoxalement une hausse des emplois, parce qu'on a réintégré en France des activités qui n'existaient pas avant. Donc ça peut marcher pendant un temps, pas éternellement, mais ça peut marcher pour un temps. Donc je reste sur l'idée absolument qu'au niveau mondial, compte tenu de l'inertie du système énergétique, je ne vois absolument pas comment on peut être neutre en 2050 à PIB constant, j'y crois pas une seconde. Je ne dis pas, par ailleurs je dis en Europe, en 2050, la production, le PIB vrai, les tables, les chaises, les chaussures, etc., et les places de cinéma, globalement, ça se sera contracté significativement. Et je suis partisan d'une réflexion où on se dit qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte-là pour continuer à trouver la vie sympathique, c'est la question qui m'a été posée tout à l'heure, à avoir de l'espoir en se levant le matin, à regarder nos gosses en n'étant pas désespérés, mais il faut partir de ce cahier des charges, parce que sinon on part d'une illusion, et l'illusion, en général, derrière, il y a une désillusion. Donc ce qui va se passer dans un monde dans lequel on ne veut pas mener cette réflexion, je peux vous dire ce qui va se passer. Il va se passer que les gens qui sont capables de s'emparer du pouvoir vont le faire, c'est-à-dire que les gens qui commandent, entre guillemets, vont bien s'en sortir, au détriment de tous les autres qui vont trinquer. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Bonsoir, ma question va être très courte. Aujourd'hui, j'étais au salon Terre Énergie à Chartres, et donc ma question est la suivante. Que pensez-vous de la méthanisation dans le monde agricole, et en particulier au regard des autres énergies renouvelables? Alors la méthanisation dans le monde agricole me semble être une bonne idée si elle est destinée à bénéficier essentiellement aux agriculteurs eux-mêmes. Ce qui n'a pas d'intérêt de mon point de vue, c'est de faire de la méthanisation pour faire de la génération électrique, puisque ça vient substituer une électricité qui est déjà décarbonée en France, donc ça n'a pas d'intérêt. Ça a un intérêt modéré s'il faut faire de la méthanisation pour mettre dans le réseau de gaz, parce qu'il y a beaucoup mieux pour baisser la quantité de gaz fossile qu'on consomme, c'est de passer les chaudières gaz à la pompe à chaleur.
Donc, le principal intérêt de la méthanisation, ça serait de remplacer les carburants pétroliers dans la mécanisation agricole. C'est ça, pour moi, le principal intérêt. Alors, c'est évidemment, c'est à la fois ce qui vaut le plus cher en termes de processus. Ce qui vaut le moins cher, hein, c'est de faire de la cogénération ou de l'électricité. Mais par contre, c'est ce qui a le plus d'intérêt d'un point de vue collectif, parce que ça augmente la résilience des processus de production de nourriture. C'est quand même pas inintéressant. Ça évite des importations. Le pétrole, c'est ce qui vaut le plus cher à l'importation. Et quand on regarde les volumes qui sont concernés, on est sur de la méthanisation en quantité qui n'est pas complètement délirante. Voilà. Aller faire des méthaniseurs absolument partout pour remplacer le gaz fossile, même et y compris pour faire tourner des centrales à gaz qu'on ferait tourner en plus des éoliennes parce qu'on veut se débarrasser du nucléaire, ça me paraît être un truc de Shadok. Voilà, si je réponds très, très rapidement. Pas pour remplacer le nucléaire, mais pour remplacer le gaz fossile. Non, ça serait pour remplacer le nucléaire par un système éolienne plus centrale à gaz d'appoint. Si, parce qu'on en aurait besoin. Si on veut remplacer le nucléaire par des énergies intermittentes, on a besoin de capacités en backup. Et ces capacités en backup seraient des centrales à gaz alimentées par du gaz produit par la méthanisation. Voilà. Ça, je pense que c'est idiot. Question au fond. Bonjour, en fait, justement, je voulais vous poser la question parce que moi, je suis élue, on a créé un collectif d'élus qui essaye de lutter contre l'implantation abusive, on va dire, d'éoliennes. Et la semaine prochaine, il se trouve qu'il y a des états généraux en Eure-et-Loire, organisés par Madame le Préfet, les états généraux des énergies renouvelables. Et j'ai lu dans le Parisien, parce que c'est déjà dans le Parisien, qu'elle avait mis au point une cartographie qui va nous être présentée, avec un certain nombre d'endroits où il y aurait des éoliennes, sur des zones dites vertes, sur des zones oranges, il faudra poser la question, et le Perche serait relativement épargné, puisqu'on serait en zone rouge grâce à notre appartenance au parc naturel régional du Perche, mais à condition de développer la méthanisation. Donc, est-ce qu'il faut, entre le choix entre l'éolien et la méthanisation, on est un certain nombre à se poser des questions. Et c'est la semaine prochaine, donc c'est une question très court-termiste. Est-ce que je dois prendre le micro et dire à Madame le Préfet, non, non, on n'en veut pas non plus? Ou est-ce qu'on dit, ouais, c'est vachement bien la méthanisation, ok, on va faire ça? Voilà, c'est un peu simpliste comme question, très court-termiste. Mais en tant qu'élu, j'essaie d'aller dans la bonne direction. Et pour ça, on vous écoute beaucoup. Alors, la méthanisation, je viens de répondre. Hein. Donc, je vous ai dit, la méthanisation, c'est quelque chose qui est pertinent de mon point de vue, à partir du moment où c'est des installations qui servent à produire des carburants destinés à remplacer le fioul pour les tracteurs, pour être très clair. Si c'est destiné à faire de la production électrique pour alimenter le réseau, ça n'a aucun intérêt pour moi. Encore une fois, ça augmente même les importations, parce que les équipements pour les méthaniseurs, ils sont beaucoup importés. Les moteurs Stirling, ils sont importés, enfin voilà, tout ça est importé. Si c'est pour injecter dans le réseau, je vous ai déjà répondu, voilà, donc si c'est pour faire des carburants, ça se plaide. En ce qui concerne l'éolien, j'ai un point de vue assez simple sur la question qui part de mon avis, qui est que le nucléaire, ça va bien. Donc à partir du moment où on considère que le nucléaire, ça va bien, c'est pas utile de rajouter par-dessus des dispositifs de production qui vont se substituer à ce qui sont des installations à coût fixe. Le nucléaire, ça coûte la même chose qu'on s'en serve ou qu'on s'en serve pas. Ce qui coûte, c'est de construire la centrale. Après, de la faire fonctionner, c'est marginal comme coût. Donc si vous la faites fonctionner la moitié du temps plutôt que tout le temps, ça vous coûte à peu près la même chose. Donc de construire des dispositifs additionnels qui vont vous éviter de vous servir des centrales une partie du temps, c'est dupliquer les moyens. Et donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de mon point de vue. Ça ne permet même pas de se passer des centrales parce que vous allez devoir les garder pour la nuit quand il n'y a pas de soleil et les anticyclones quand il n'y a pas de vent. Quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne, par exemple, c'est très intéressant. L'Allemagne avait 100 gigawatts de puissance pilotable en 2002. D'accord ? Donc 100 milliards de watts de centrales qu'on appelle pilotables. C'est-à-dire on tourne le bouton, il y a de l'électricité. Donc ça, c'est les barrages, les centrales à gaz, les centrales à charbon, les centrales nucléaires. En 2020, ils ont 100 gigawatts de centrales pilotables. Juste, ils s'en servent moins. Alors, ils ont moins de nucléaire, ils ont plus de gaz, ils ont plus de biogaz, ils ont 1 million d'hectares de maïs fourrage pour mettre dans leur méthaniseur. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile de faire la même chose en France. Ça fait beaucoup monter le prix du foncier agricole, y compris en bordure en France. Voilà. Mais de mon point de vue, c'est une ânerie. Voilà.
et ils ont collé dans l'affaire, à date, 300 ou 400 milliards d'euros. Bagatelle quand même. Hein. En France, on se contente de 150 pour le moment. Mais bon, c'est déjà pas mal aussi. Donc l'éolien, de mon point de vue, c'est pas une énergie renouvelable intéressante en France. Les énergies renouvelables qui sont intéressantes en France, pour moi, sont celles qui substituent la chaleur. Donc il y a la pompe à chaleur, la géothermie basse température, ça c'est intéressant. La biomasse, sous certaines réserves, c'est intéressant. Donc la méthanisation pour faire des carburants, c'est pas idiot. La biomasse pour faire un peu de carbochimie, donc on ne fera pas tout ce qu'on fait aujourd'hui en plastique, mais un peu de carbochimie, c'est pas idiot. Par contre, de faire de l'électricité en France, c'est perdant sur tous les tableaux. C'est perdant sur la décarbonation de l'électricité parce que l'éolien est au même niveau que le nucléaire, le photovoltaïque est 10 fois supérieur. C'est perdant sur l'économie parce qu'on importe les panneaux et les éoliennes, donc et ça coûte beaucoup plus cher que d'importer l'uranium. Ça coûte à peu près 30 fois plus cher par mégawattheure que d'importer l'uranium. On est perdant sur l'occupation d'espace. Le nucléaire, c'est très compact. Je veux dire, on fait tenir toute la production française sur 10 fois 10 hectares. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très compact. Donc on n'a pas de raison objective. Et encore une fois, même si on baisse la part du nucléaire dans le mix énergétique, on ne baissera pas en même proportion le nombre de centrales qu'on doit garder. Donc vous allez avoir des centrales que vous allez faire tourner moins souvent, qui vont donc gagner moins d'argent. Et en fait, ça sera plus dur qu'avant de les entretenir correctement. Donc on ne va même pas perdre en sûreté. On ne va même pas gagner, pardon, en sûreté. Donc il n'y a pas d'intérêt pour moi à faire ce genre de choses. Donc je ne suis pas à votre place. Par contre, mon avis, c'est que les éoliennes, c'est inutile, et que la méthanisation, c'est utile, si ça permet de faire des carburants pour les agriculteurs. Voilà. Les déchets nucléaires, vous n'en faites pas? Alors les déchets nucléaires sont des déchets qui sont faits en toute petite quantité, parce que le nucléaire... Si je peux élaborer ma réponse. Le nucléaire est une énergie qui est 1 million de fois plus puissante que la combustion. Donc vous avez autant d'énergie qui est libérée par la fission d'un gramme d'uranium que par la combustion d'une tonne de pétrole. Ce qui veut dire que quand vous avez de l'énergie nucléaire, vous manipulez des très petites quantités de matière. Alors c'est très puissant comme énergie, c'est la raison pour laquelle il faut mettre des mètres de béton pour pas qu'on ait des ennuis à l'extérieur de la réaction. Mais par contre, ça fait des très petites quantités de déchets, même si c'est des trucs en kikinant, tout simplement parce qu'on manipule des très petites quantités de matière. En termes de toxicité aiguë, puisqu'on est chez les agriculteurs, si mes chiffres sont exacts, je crois qu'on utilise aujourd'hui dans ce pays entre 50 et 100 000 tonnes de phytosanitaires par an. Oui, à peu près. La toxicité aiguë de certains de ces phytosanitaires, par exemple, je ne sais pas si on utilise encore du parathion. Non, c'est fini ça. C'est fini, bon. Mais on en utilisait. Eh bien, la toxicité aiguë de certains phytosanitaires est à peu près la même que la toxicité aiguë en poids des déchets nucléaires. C'est-à-dire, dans les deux cas de figure, vous en mangez 1 milligramme, vous êtes mort. Les déchets nucléaires, on en fait quelques centaines de tonnes par an. Des phytosanitaires, on en bazarde 50 000 tonnes par an dans la nature. Donc, quand on regarde les dangers objectifs de ces déchets, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Le fait de les mettre sous terre est un truc qui fait peur à beaucoup de gens, mais en fait la nature l'a fait avant nous. Il y a 2 milliards d'années, il y a un réacteur qui s'est déclenché spontanément à Oklo au Gabon. Donc à Oklo au Gabon, il y a une mine d'uranium dans lequel il y a 2 milliards d'années, il y a un réacteur naturel qui a pris place. Parce qu'à cette époque, le taux en uranium 235 de l'uranium naturel était exactement le même que celui de l'uranium enrichi qu'on met dans nos centrales. Donc ce réacteur naturel a fait des déchets, puisqu'il s'est passé les mêmes réactions de fission. Alors, il y a 2 milliards d'années, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs pour aller gérer les déchets, donc les déchets ont été laissés en plan par la nature, là où ils ont été créés. Et en fait, quand on va regarder ce qui s'est passé, on se rend compte que les déchets n'ont pas migré après avoir été créés sous le sol. Les descendants des déchets se trouvent là où les déchets ont été créés. Donc les déchets, c'est quelque chose qui est aujourd'hui mal connu, et quand vous regardez les quantités, c'est tout petit. Le confinement géologique que la nature a fait pour nous, ça tient 2 milliards d'années, et il faut beaucoup moins que ça, il faut juste quelques siècles pour que les déchets les plus emmerdants décroissent en radioactivité. Donc c'est pas quelque chose qui, pour moi, sachant que toute activité fait des déchets, encore une fois, cet inconvénient-là ne justifie pas, pour moi, de renoncer aux avantages, qui par ailleurs, eux, sont vraiment très significatifs sur un certain nombre de plans, et notamment le fait que ça occupe très peu d'espace. Et je vais finir par juste un point. Je ne sais pas si vous avez suivi un tout petit peu le débat à la primaire des Verts. Moi, j'ai regardé le premier débat. Deuxième, j'ai calé, mais le premier.
Il y avait une personne dans les candidats au premier débat, qui est Delphine Bateau, qui a dit deux choses pendant le débat que j'ai trouvé très intéressantes, parce que c'est vraiment le contre-pied historique de sa famille. Elle a dit que dans son programme, elle ne prévoyait aucune fermeture anticipée de réacteurs, ce qui est, je trouve, on est d'accord ou pas avec elle, mais c'est un point notable pour quelqu'un qui vient de cette famille politique. Et la deuxième chose qu'elle a dit, c'est qu'il y avait un projet de centrale solaire en ce moment dans les Landes, qui consiste à couper 1000 hectares de forêt pour faire une installation qui va être puissante comme, en gros, un 8e de PR, et durer 2 fois moins longtemps, et elle a qualifié ce projet d'ânerie. Bon. Il faut savoir qu'à fourniture d'électricité équivalente, le nucléaire occupe 1000 fois moins d'espace que le solaire. Donc c'est aussi un élément qui est intéressant, c'est dû à sa capacité. Donc tout ça pour dire que de mon point de vue, on n'est pas dans un monde merveilleux, on est dans un monde dans lequel on arbitre des risques en fonction du moins mauvais. Si on a un gosse qui se drogue et que pour arrêter de se droguer, il se met à mâchouiller du chewing-gum en faisant des bruits de bouche, moi j'ai envie de le laisser faire quand même. Hein. C'est un peu comme ça que je vois les avantages et les inconvénients du nucléaire, c'est-à-dire compte tenu de la situation que j'ai évoquée, je pense que tout ce qui permet d'amortir le choc, et le nucléaire en fait partie, est bon à prendre, malgré les inconvénients, réels ou supposés, que la technologie peut avoir. On va essayer de revenir sur des questions agricoles, des questions au fond. Deux petites questions. Une sur le gaspillage alimentaire. A priori, il y a encore une quantité assez importante de gaspillage alimentaire. Et il y a une ambition au niveau de la France et de l'Europe de diminuer, alors ça fait déjà plusieurs années, mais de diminuer le gaspillage alimentaire. Est-ce que ça peut avoir un impact significatif par rapport à l'emprise de l'agriculture, enfin à l'évolution de l'agriculture et du climat? Et deuxième question, sur les exportations, il y a encore une importation, y compris agricole, assez importante, et des incitations à l'exportation. Est-ce que là-dessus aussi vous avez un avis par rapport aux importations et notamment les exportations au niveau agricole? Alors sur la première question, j'espère ne pas dire une bêtise, sauf erreur de ma part, je crois que le gaspillage alimentaire en France, il se balade quelque part entre 20 et 30%. Et il est essentiellement le fait du consommateur final. Les gens qui finissent pas leur assiette, les trucs périmés qu'on jette dans le frigo, etc. Déjà, j'ai un conseil à vous donner, ne jetez jamais un yaourt périmé. Vous avez un truc très simple pour savoir s'il est périmé qui s'appelle votre nez. Donc vous ouvrez le yaourt et vous reniflez. Et si ça sent pas mauvais, c'est qu'il est bon. Même et y compris 15 jours ou 3 semaines après sa date de péremption. Voilà. Et il y a plein d'autres aliments pour lesquels c'est exactement pareil. Hein. Vous avez un détecteur de péremption qui s'appelle votre nez. Donc vous collez votre nez sur l'aliment et vous regardez bien ce que votre nez vous raconte. Les dates de péremption sont des incitations, malheureusement, à concourir souvent, à concourir pour partie au gaspillage alimentaire. Il y a d'autres, il y a d'autres dispositifs qui concourent au gaspillage alimentaire. Alors je vais peut-être dire des horreurs, mais c'est le choix dans la restauration, par exemple. Vous avez plein d'aliments qui sont jetés dans la restauration collective, parce que vous offrez le choix aux gens dans la cantine, et puis ce qui n'est pas utilisé à la fin, ça part à la poubelle. C'est vrai aussi dans les cocktails. Donc dans les cocktails, jetez-vous sur les petits fours, n'en laissez pas, parce que ce que vous laissez sera jeté. Voilà. J'ai demandé à un traiteur, je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites des restes? Et les mecs, on jette. Voilà. Donc, pardon? Non, il n'y a pas de cocktail parce qu'on n'a pas le droit, je veux dire. C'est le contexte sanitaire qui nous l'interdit. Donc là, il n'y a pas de gaspillage, c'est une mesure radicale. Mais c'est clair qu'il y a un certain nombre de choses qui devraient être faites, c'est absolument évident dans cette direction. Et oui, si on jette 20% de moins, fatalement, on a besoin de produire 20% de moins. Et du coup, on peut en profiter, confère ce que je disais tout à l'heure, pour produire mieux, moins. Voilà. Et puis, on peut le payer un peu plus cher. Si on jette moins, de toute façon, ça ne nous coûtera pas plus cher, puisqu'on paye ce qu'on jette. La deuxième question, c'était les exportations. Alors, je me suis toujours dit qu'il y avait quelque chose d'un peu étonnant. C'est quand même assez facile d'élever un poulet ou de faire pousser une tomate. Enfin, une tomate un peu moins, mais qu'il y avait quelque chose d'étonnant au fait de voir du transport longue distance pour autant de denrées agricoles, alors qu'on pourrait probablement en éviter une partie avec une organisation différente. Mais pour ça, il faudrait nécessairement revenir à un système plus encadré que celui qui est simplement piloté par les prix. Nécessairement. Vous avez aujourd'hui en France un camion sur 3 qui circule, qui transporte quelque chose qui se mange.
Donc un tiers des tonnes chargées, c'est de la nourriture. Question pour vos voisins. Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir les céréaliculteurs dans la Beauce qui font que des céréales et qui envoient ça chez des fabricants d'aliments qui vont envoyer ça en Bretagne, qui vont faire des poulets, qui vont venir pour être mangés dans la Beauce? Ou est-ce que le céréaliculteur de la Beauce, il pourrait prendre 2 hectares au cul de son exploitation pour y mettre de la volaille et la nourrir directement avec ses grains? Bon, alors c'est un peu caricatural ce que je suis en train de dire, mais aujourd'hui, les prix vous incitent absolument pas à choisir une déspécialisation. Le gros problème de l'agriculture, c'est l'ultra-spécialisation de l'agriculture, je veux dire, alors qu'elle aura besoin d'être beaucoup plus complexe. Voilà. C'est ce qu'a développé Jean-Marc Ménard il y a 3 ans sur polyculture élevage. Une agriculture plus résiliente est une agriculture plus diversifiée, qui se déspécialise, parce qu'une agriculture très spécialisée est très dépendante du pétrole à l'aval pour assurer les flux de transport et de transformation. Très très dépendante. Et donc si on pense que la quantité de pétrole va diminuer, ce qui est mon cas, on a intérêt à déspécialiser l'agriculture. Alors évidemment, on ne va pas commencer à faire du Bordeaux dans la Beauce, c'est pas exactement l'idée, mais on peut quand même progressivement réintroduire polyculture élevage de plus en plus partout là où on peut. C'est une bonne idée. Pour des raisons agronomiques également, puisque en Eure-et-Loire, l'ADA, qui est une association de développement agricole, a mis en place un GI2E où on se pose la question de réintroduire des ruminants sur les plaines céréalières. En gros, on réinvente de l'eau chaude. Il y a 100 ans, il y avait des moutons sur toute la Beauce pour manger les refus. Et faire des amendements. Et faire des amendements. Et faire des crottes, car le mouton fait des crottes, ce qui est une bonne idée. Et dernier point, donc exporter des céréales pour réimporter des poulets ensuite. Si on s'intéresse à une optimisation des flux du point de vue énergétique, on peut probablement faire mieux. Enfin, la réalité, c'est pas ça. Je veux dire, on exporte des céréales vers des pays pour faire... les céréales qu'on exporte servent surtout pour l'alimentation humaine. On exporte pas... C'est du blé dur qu'on exporte? Non, on exporte surtout du blé tendre. On exporte aussi beaucoup d'orge de brasserie sur la Chine. Actuellement, c'est un gros marché. Je veux dire. Mais on exporte plutôt des céréales pour l'alimentation... Le blé pour l'alimentation humaine, l'orge pour l'alimentation animale en Arabie Saoudite et puis dans les pays du Maghreb, là, pour nourrir des chèvres et des chameaux. Mais l'orge, c'est surtout aussi pour la brasserie, pour faire de la bière. La bière, c'est l'alimentation humaine. Je veux dire. Et les importations de volailles viennent surtout d'Allemagne et puis de Pologne pour des raisons de coût de main-d'œuvre à l'abattage. Oui, c'est ça. C'est ce que je disais. C'est une affaire de prix. Oui, ça fait complètement. Oui. Petite question. Oui, ça tient en un mot, et les banques. C'est-à-dire que les exploitations agricoles ont un acteur capital, c'est pas un jeu de mots, pour réussir à fonctionner, que ce soit un besoin de fonds de roulement ou autre. Il y a des modèles économiques entiers qui se bâtissent sur la dépendance financière, finalement, qui pèsent sur les épaules des agriculteurs. Donc là, en l'occurrence, quel est le niveau d'information qu'ils peuvent avoir, d'autant qu'ils sont particulièrement allergiques aux périodes de grands risques et de grandes incertitudes, par nature. Qui peut avoir quelle information? Les banquiers? Les banquiers. Ton expérience là-dessus? Au moins ceux du Crédit Agricole Nord-de-France, ils ont la même information que vous depuis 48 heures. J'étais chez eux il y a 48 heures. J'ai évoqué tout à l'heure le problème de l'endettement des agriculteurs pour changer de modèle. Et j'ai dit qu'il y avait probablement un travail à faire pour réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait avoir l'équivalent d'une commission de surendettement, c'est-à-dire voir comment est-ce qu'on pouvait annuler une partie de la dette contre un autre contrat passé avec la collectivité consistant à faire les choses différemment. J'ai aucune idée de la facilité qu'il y a à conjuguer ça avec la PAC, je ne suis pas suffisamment spécialiste. Je ne sais pas si c'est possible, pas possible, mais en tout cas, il me semble que c'est une piste à creuser. Bonsoir. Vous avez parlé d'agriculture, vous avez parlé d'industrie, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y a de l'agriculture industrielle et qui n'est pas tout à fait la même que l'agriculture dont vous avez parlé. L'agriculture industrielle est complètement dépendante de la politique de la PAC et c'est ça aussi qui conditionne l'agriculture. Alors, revenir aux vertus de la polyculture élevage, je veux bien, mais si les conditions financières ne sont pas accompagnées de réforme de la PAC, ça sera un vœu pieux. Quant à la méthanisation, entre la France et l'Allemagne, par exemple, ça marche assez différemment, parce que le truc aberrant en Allemagne, c'est qu'on cultive du maïs pour alimenter le méthaniseur, quoi.
Donc ça, c'est pas terrible quand même. Et sinon, je reviendrai un peu sur la localisation ou la relocalisation, que ce soit dans l'alimentation, etc. Pourquoi ne pas imaginer effectivement de la localisation de l'énergie, ne serait-ce que parce que pour travailler l'énergie, il faut des poteaux, il faut des câbles, etc., etc. Et que ça a un coût aussi, même si ça ne demande que quelques centrales nucléaires. Il n'empêche qu'il faut l'amener. Et la dernière question, c'est à propos de l'uranium. Est-ce que c'est nous qui sommes propriétaires des gisements d'uranium? Non. Alors, je vais les prendre dans l'autre sens parce que je me souviens... Alors, on n'est pas propriétaire des gisements d'uranium, mais on n'est pas plus propriétaire des gisements de cuivre, d'acier et d'autres choses pour faire des éoliennes et des panneaux solaires. Donc, en fait, à un moment, il y a toujours une importation. Dès lors qu'il n'y a plus d'exploitation minière en France, en fait, en remontant la chaîne de valeur, il y a toujours un moment où vous allez vous retrouver dépendant des autres. Ça, c'est clair. Et donc, la bonne question, c'est comment est-ce qu'on minimise la dépendance, c'est-à-dire quelle est la situation dans laquelle vous vous mettez le moins à risque de la dépendance à autrui. Alors l'uranium, on pense souvent au Niger, parce que c'est là que Orano a une mine, mais en fait, les gros détenteurs de réserves, c'est l'Australie, le Canada et le Kazakhstan. Donc il y a pas de... Et par ailleurs, un point important, c'est que l'uranium, on peut en stocker des années sans problème, parce que comme c'est tout petit, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a besoin de petits volumes. On a plusieurs années de fonctionnement stockées en France. C'est plus compliqué de stocker plusieurs années de fonctionnement sur le pétrole et le gaz. Ça, on n'a pas plusieurs années de fonctionnement de pétrole stocké en France. Et même pour les dispositifs type panneaux ou éoliennes, j'ai pas d'idée de la quantité de stock qu'on est capable d'avoir chez nous si on commence à avoir un système qui en est massivement dépendant. La question d'avant, c'était sur la PAC. La relocalisation. Alors, c'est clair qu'il y a une partie des choses que j'ai évoquées ce soir qui sont absolument pas, sinon il y a longtemps que ça serait fait, des choses simples à mettre en œuvre. Changer la PAC, c'est un truc qui est compliqué, ça c'est évident. Ce dont je ne suis pas complètement sûr, c'est qu'aujourd'hui, le ministère français de l'Agriculture est parfaitement les yeux en face des trous en ce qui concerne les sujets que j'ai évoqués ce soir. Je suis même assez prêt à parier qu'il n'a pas vraiment les yeux en face des trous en ce qui concerne ce problème. Donc, comme beaucoup de ministères, il se projette dans un monde sans contraintes, en réagissant ex post aux contraintes une fois qu'elles sont là, mais c'est évidemment trop tard. Et donc, en ce qui concerne la PAC, les gens se disent, on ne voit pas pourquoi il y aurait des problèmes à l'avenir, de baisse forte des rendements à cause du climat, de problèmes de pétrole pas disponible pour les transports intermédiaires, etc. Et tout ça, c'est des trucs qu'ils ne voient pas. Du reste, le sujet du pétrole est un angle mort chez tout le monde. Dans la feuille de route de la commissaire européenne à l'énergie, l'actuelle, qui lui a donc été donnée par la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, le mot pétrole ne figure pas. Le pétrole est la première énergie qu'on utilise en Europe. C'est celle qui a déjà commencé à baisser de manière contrainte. Le mot pétrole ne figure pas dans la feuille de route de la commissaire européenne. C'est quand même assez extraordinaire. Le gouvernement français s'en fout comme de l'an 40. Je peux vous dire que ce que j'ai évoqué tout à l'heure là, sur l'approvisionnement pétrolier en Europe, qui devrait allumer des lumières rouges partout, ils s'en foutent comme de l'an 40. Donc la PAC, elle est calée sur cette vision d'un monde qui reste un monde infini, entre guillemets, et c'est l'une des difficultés qu'on a quand on pense que c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Mais c'est clair que c'est encore une fois une partie des choses que j'ai évoquées ce soir comme étant des choses qui me semblent, à moi, très modestement pertinentes, aujourd'hui sont impossibles à mettre en œuvre de manière facile à cause des dispositifs réglementaires que nous avons. Mais j'ai la naïveté coupable de penser que c'est quand même plus facile de changer la réglementation que la physique, et donc il faudrait au moins essayer avec plus d'énergie, je ne parle pas de vous et moi, je parle globalement, il faudrait essayer avec plus de détermination qu'on ne le fait aujourd'hui, et le premier étage de la fusée, c'est d'essayer de faire partager la compréhension d'un contexte qui pousse les gens à avoir envie de se pencher sur la question, quoi. La question juste avant, c'était... Oui, je voulais juste ajouter une petite chose sur le ministre de l'Agriculture qui a parlé du en face des trous, le ministère. Je veux dire, c'est même plus que ça, c'est même l'ensemble de la profession agricole, enfin du moins ses responsables. Le ministre de l'Agriculture, récemment, il a demandé à France Agrimaire, c'est un collectif où il y a toutes les organisations agricoles, de mener un Varenne de l'eau, et le terme exact sur l'atelier 2, c'est Varenne de l'eau et adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'il pose une question en suggérant une réponse. Effectivement, l'ensemble de la profession, c'est-à-dire les syndicats agricoles, les meuniers, les semenciers, enfin tous les organismes agricoles, ils vont présenter aujourd'hui ou demain des leviers possibles. En gros, par rapport au changement climatique,
ils posent la question d'utiliser de l'eau pour pouvoir capter du carbone, c'est leur question, de développer l'agriculture numérique, de développer l'agriculture digitale, de développer l'assurance récolte. Et puis il y avait un deuxième point aussi, l'accès à l'innovation pour tout ce qui est le matériel des semences. Enfin, en gros, ce qu'ils veulent, c'est des OGM ou lors des NBT. Alors c'est un terme un peu... C'est enfin, si, en quelque sorte, c'est des OGM. C'est des semences ou des plants innovants avec beaucoup de... protégés par des brevets, je veux dire. C'était ça leur réponse, je veux dire. Donc, à aucun moment, ils ont parlé que la ressource d'énergie fossile, ou même que l'eau qu'ils veulent utiliser de façon plus importante, il peut y avoir une contrainte forte dessus. Alors, l'eau peut être une contrainte chez nous, elle peut être une contrainte chez les autres. Est-ce que dans la salle, vous avez entendu parler de cet équipement, de ce fondeur taïwanais de puces, de semi-conducteurs, qui a dû s'arrêter de produire parce qu'il y a une sécheresse importante, et les producteurs de semi-conducteurs ont besoin d'eau, qui l'a forcé à arrêter sa production. Ça vous dit quelque chose? Non? Oui? Oui. La conséquence de cette affaire, c'est que les chaînes de montage automobiles, voilà, sauf chez les Brésiliens, qui fabriquent des voitures qui sont plus rustiques, qui comportent moins de semi-conducteurs, et donc effectivement, ils ont moins de trucs avec lesquels faire joujou quand ils sont dans leur voiture, mais ils continuent à construire des voitures. Je vais vous donner maintenant un autre exemple où l'eau fait défaut ailleurs, c'est en Chine. En ce moment, dans le sud-est de la Chine, il y a une sécheresse importante. Du coup, les barrages sont à sec. Du coup, la production électrique est rationnée. Du coup, il y a un certain nombre d'usines qui ne tournent plus. Et donc, dans quelques mois, on va avoir ailleurs dans le monde des gens qui ne vont plus pouvoir produire parce qu'ils sont dépendants de fournisseurs qui sont situés dans cette région. L'azote pour la France, hein, actuellement on n'a plus d'azote, enfin on a des problèmes sur les engrais azotés, uniquement parce que la Chine n'exporte plus de gaz. Alors la Chine n'exporte pas de gaz parce que la Chine en importe, mais par contre elle absorbe des importations d'ailleurs. En fait ce qui se passe sur le gaz en ce moment, c'est qu'on est en concurrence sur le LNG avec les Asiatiques qui achètent le gaz plus cher que nous, et donc ça fait monter le prix du gaz partout. Et donc le prix du gaz a été multiplié par 3 ou 4 là, sur les marchés. Et comme le gaz sert à fabriquer l'hydrogène, qui sert à fabriquer l'ammoniac, qui sert à fabriquer les engrais azotés, eh bien, effectivement, ça va se répercuter sur le... Voilà, donc je disais... Ça se répercute dès aujourd'hui. Avec le mauvais esprit qui me caractérise, j'étais en train de dire en venant que les agriculteurs vont pour partie pâtir de la sortie du nucléaire allemand, puisque si les Allemands avaient gardé leur nucléaire, ils n'auraient pas eu besoin de construire des centrales à gaz, et donc il y aurait eu besoin de moins de gaz en Europe. Et voilà. Avec le mauvais esprit qui me caractérise, je ne peux pas m'empêcher de dire ça. Mais c'est une réalité. En fait, c'est malheureusement. Donc en fait, tout est interconnecté dans le monde, et un des trucs qu'il faut avoir présent à l'esprit, et ça vaut pour les dirigeants du monde agricole comme ailleurs, donc ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, dans un monde qui devient de plus en plus contraint, en fait, il va y avoir des effets d'éviction dans tous les sens. Et ça deviendra de plus en plus difficile de s'intéresser à l'évolution d'un secteur sans regarder ce qui se passe dans les autres secteurs. Et on va devoir partager des trucs qui vont commencer à être nécessaires pour tout le monde, et il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et ça appelle aussi un retour de la planification, d'une certaine manière, pour essayer d'assurer une distribution équitable de quelque chose qui avant était disponible en abondance, et ça sera de moins en moins le cas. Oui, bonjour, je suis agriculteur. Et je voulais savoir, est-ce qu'en 2050, j'aurai encore accès au diesel? Ça dépendra du choix collectif qu'on fera. C'est-à-dire si une bonne partie de mes concitoyens acceptent de se mettre au bus, à la marche à pied, au vélo électrique, au train et au covoiturage, oui. Si ce n'est pas le cas, ça sera moins facile pour vous. Voilà. Ça va aussi dépendre, juste pour rebondir sur une question précédente, est-ce que vous aurez du biodiesel? Parce qu'on se dira, la seule méthanisation intéressante, c'est celle qui permet d'avoir du biodiesel pour les agriculteurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc on ne fait pas ce que font les Allemands, c'est-à-dire du maïs fourrage pour mettre dans des méthaniseurs pour faire de l'électricité, quoi. Bonsoir. Moi je voulais revenir sur l'agricole. Effectivement, qui dit production agricole dit énergie. Il y a un moment aujourd'hui, on a deux options, c'est-à-dire qu'effectivement quand on est céréalier,
si on est en conventionnel, il faut effectivement qu'on apporte des engrais, une quantité importante, qu'on apporte effectivement avec des énergies fossiles, un tracteur qui tourne, etc. Ou on est en bio, mais si on est en bio, on importe du compost du voisin, et en l'occurrence, ce sera forcément souvent du compost de bovins. Est-ce que vous avez fait un comparatif entre ce que ça peut apporter comme effet négatif une vache, c'est-à-dire qui produit du méthane, qui produit du CO2 d'un côté, et de l'autre côté, une importation d'engrais chimiques. On ne peut pas produire en agricole sans apporter de l'énergie, et aujourd'hui, ce qu'on a de plus efficace sur de la grande surface, c'est les animaux. Alors, ça fait un peu le lien avec la question précédente. Du reste, j'ai oublié de dire qu'un des trucs intéressants aussi dans la méthanisation, quand on en fait de façon raisonnable, c'est les digestats qui permettent de faire des amendements. C'est pas la totalité des amendements, mais ça permet quand même de faire des amendements. Non mais, ok, sauf que qui dit méthanisation dit un outil de méthanisation, on rentre le gaz dans une poche, on est d'accord. Moi je vous parle d'une vache dans un champ. Oui, je suis d'accord. Soit on choisit une méthanisation. Non, mais je parlais pas de la vache. Là, je faisais juste une incise sur ce que j'avais dit juste avant en disant ça permet aussi d'amener des amendements, d'avoir ce genre de truc. Dans un système agricole plus bouclé, j'ai envie de dire, tout à l'heure, j'ai pas dit il faut supprimer les vaches. J'ai dit il faut en avoir moins. Et par ailleurs, l'idée de la polyculture élevage, c'était quand même d'avoir les animaux près des cultures végétales, parce que le caca dans les champs, c'est quand même ce qu'on a inventé de plus efficace pour faire du recyclage très local des éléments exportés par les cultures. Donc faire ça, c'est évident que c'est une bonne idée. Donc ne plus avoir du tout d'animaux dans les régions dans lesquelles on n'a que des cultures végétales, ça oblige par la force des choses à augmenter la quantité d'amendements de synthèse qu'on amène. Par la force des choses. J'ai juste une petite réserve sur les digestats de méthanisation. Il y a quand même quelques agronomes qui se posent des questions sur la qualité des digestats, je veux dire, qui ne sont pas si top que ça en matière de fonctionnement du sol. Quelques réserves d'agronomes. Moi, je n'ai pas de compétences à ce niveau-là. J'ai lu dans des revues agricoles qu'effectivement, que ça posait problème, que les digestats, les fumiers compost étaient de bien meilleure qualité, mais beaucoup plus intéressants pour les sols que les digestats de méthaniseurs. Alors moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on ne pouvait pas ne mettre que ça, mais qu'on pouvait quand même s'en servir. Oui, on peut s'en servir. Non, mais il y avait une question sur la qualité des digestats. D'autres questions là. Bonsoir, je suis Je vous remercie pour votre passionnant exposé, mais qui me laisse assez inquiet. Et nous qui sommes en charge de jeunes, d'ados, peut-être des parents ici, des enseignants, etc., quel message, quand on a entendu ce que vous venez de présenter, on peut leur renvoyer? Qu'est-ce qu'on leur laisse? On voit déjà un petit peu. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire? On va leur dire tout est foutu, on va avoir les pieds dans l'eau dans 3 mois, dans 15 ans. Qu'est-ce qu'on leur renvoie comme message? Entre nier et complètement les angoisser, pour être positif sans être complètement angoissant? Il n'y a pas de solution miracle à ça. Et en général, les parents qui sont les plus à l'aise avec leurs enfants ne se contentent pas de leur parler du sujet, ils font des choses ensemble concernant le sujet. C'est quand même très difficile de dire à son gamin ne fume pas si on fume soi-même. Donc il y a quelque chose qui est absolument évident, c'est que c'est plus simple d'en parler à ses enfants si on est aussi capable de faire des choses avec eux. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, pas être seul et prendre des décisions collectives. Là où la situation devient particulièrement désagréable, c'est si on en parle à ses enfants en ne tenant soi-même pas compte de l'information. Là, c'est clair que à un moment, ils ne vont pas aimer ça du tout. Question. Et il nous reste très peu de temps, donc on va en prendre encore 2 questions. D'accord. Et on va essayer d'avoir des réponses courtes et essayer d'avoir des questions courtes également. Merci. Alors, à propos de la méthanisation, vous avez surtout sélectionné la méthanisation, l'intérêt de la méthanisation suivant l'utilisation de l'énergie produite. Je crois qu'il faut revenir aussi sur savoir ce qu'on met,
les critères, ils peuvent être aussi ce qu'on a introduit dans le méthaniseur. On en a parlé un peu tout à l'heure. Vous avez l'air de dire que chez nous, on est vertueux, mais quasiment pas de maïs, alors que c'est pas tout à fait le cas. Il y a quand même, on peut mettre 15% des surfaces dans le méthaniseur. En plus, les surfaces de maïs qui sont achetées à l'extérieur ne sont pas comptabilisées. Et il y a pas que le maïs qu'on met dedans. Vous avez d'énormes quantités de surfaces d'herbes qui vont dans les méthaniseurs, alors qu'on importe des protéines qui sont produites sur la forêt amazonienne. Il y a aussi tout ce qui est engrais, les lessives, ce qu'on appelait avant les engrais verts. En fin de compte, il y a beaucoup de méthanisation qui est produite à partir de la matière organique qui en extrait des sols. Et c'est pour ça que c'est là qu'il y a le problème. Le digestat qu'on ramène, il ne ramène pas de matière organique. Il ramène que des éléments minéraux qui sont essentiels aussi pour la nourriture, mais ça appauvrit les sols, quoi. Alors je pense que la sélection de la bonne méthanisation, je pense que vous y êtes penché dessus aussi, et que vous avez oublié de le dire, mais je pense que c'est un élément important, quoi. Après, on parle aussi de la PAC. Plus court et la question, oui, s'il te plaît. La deuxième PAC. La PAC. Alors, on parle de la PAC comme si c'était un truc abstrait, mais qu'est-ce qui fait pression sur la PAC? Ce sont les marchés. Il y a des lobbies économiques, il y a les marchés qui font. Et les lobbies économiques et les marchés, le réchauffement climatique, ils s'en foutent, quoi. Hein? Et comment résoudre ça? On ne peut pas dire c'est à cause de la PAC, c'est à cause qu'on laisse faire les marchés. Les marchés ont poussé à la libéralisation de la PAC, et maintenant c'est les marchés qui commandent tout, quoi. Ça n'a pas une réponse ou pas? Ouais, enfin sur le deuxième. C'est bon. J'ai dû appuyer dessus par mégarde. Sur le premier sujet, moi je ne suis pas suffisamment spécialiste pour avoir un avis arrêté sur qu'est-ce qu'on peut mettre dans un méthaniseur et qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre. J'avais surtout regardé le côté à l'aval, c'est-à-dire comment est-ce qu'on range les usages du plus intéressant au moins intéressant, donc là-dessus j'ai un avis. Sur à l'amont, comment est-ce qu'on arbitre entre ce qu'on laisse sur le sol, ce dont on fait de l'énergie, etc. Là, j'ai pas d'avis général, parce que je suis pas suffisamment compétent sur le sujet. J'ai envie de dire, ça rentre dans le débat général que j'ai évoqué tout à l'heure, où on veut le même sol pour faire plein de trucs à la fois, c'est-à-dire de l'énergie, manger, de la fibre, pour s'habiller de la fibre pour construire, etc. Et la façon d'arbitrer entre ces diverses contraintes, ça va probablement beaucoup dépendre du contexte local. Donc vous dire, quelles que soient les circonstances, il faut toujours faire comme ça ou pas comme ça, je me garderai bien de vous le dire parce que j'ai pas d'avis sur la question. Sur le fait que les marchés commandent, oui, je suis d'accord avec vous sur un point qui est, c'est des constructions à raccourcir les horizons de temps, les marchés. C'est ça que ça fait, ça raccourcit les horizons de temps, ça donne la primeur à ce qui se passe tout de suite, en ignorant ce qui se passera plus tard. Donc si vous voulez me faire dire qu'il faut revenir à des systèmes de gestion dans lesquels les horizons de temps sont plus longs, et donc revenir à des contrats avec des prix encadrés sur longue période, etc., je pense que c'est le sens, c'est ce qu'il faut faire dans l'esprit si on veut commencer à s'attaquer correctement aux problèmes que j'ai évoqués. Et à ce moment, quand vous avez des prix encadrés, c'est pour ça que j'ai suggéré quelque chose, là aussi c'est une suggestion à ce stade, qui est d'avoir des prix dans lesquels on inclut les services écosystémiques rendus par la personne qui vous fournit quelque chose, ce prix pouvant être payé séparément par la collectivité ou pas, je ne sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a tout un sujet sur lequel il faut discuter pour voir comment est-ce que ça peut être fait de façon plus pertinente si on veut tenir compte des enjeux qui ont été évoqués ce soir. Mais c'est sûr que, et c'est exactement pareil dans le reste de l'économie, c'est-à-dire que la financiarisation de l'économie a raccourci les horizons de temps. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. Moi j'avais une question par rapport à tout ce qu'il y a en pétrole. Vous dites qu'il va y en avoir de moins en moins. Est-ce que c'est parce qu'il y en a moins ou est-ce que parce que ça va coûter trop cher et que c'est trop compliqué à aller chercher? Et la même question sur l'uranium, parce que si on parle de nucléaire, est-ce qu'on n'est pas dépendant? Est-ce que ça ne baisse pas non plus? D'accord. Les réserves, alors, les autres énergies. Ok.
Je suis désolé, je vais avoir besoin de 3 minutes pour... 3 minutes. C'est bon. 3 minutes, monsieur le bourreau, j'ai droit. Bon. Sur la première question, c'est vraiment parce qu'il y en a de moins en moins. Au moment où on découvre un gisement de pétrole, en fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il y a des gens qui s'occupent de l'évaluation du gisement, c'est-à-dire qui s'occupent de regarder ce qu'il y a sous terre, etc., et qui disent de ce gisement devrait sortir à peu près tant. Ça veut dire qu'on ne touche pas. C'est pas les réserves prouvées qu'on publie, c'est autre chose. Peu On voudrait plus de bois pour remplacer le ciment. Et à ce moment, la découverte, on lui colle la valeur des gens qui disent qu'il devrait sortir à peu près tant. D'accord ? Donc on la quantifie, cette découverte. Avec cette règle, le maximum des découvertes de pétrole dit conventionnel, donc ce qui n'est pas le pétrole de schiste et ce qui n'est pas les sables bitumineux, est passé il y a combien de temps ? 2 ans. Vous allez me devoir l'apéro. Pas du tout. Pas 2008, ça c'est la production de pétrole, les découvertes de pétrole. 50 ans, on se rapproche de la vérité. À 2 ans de l'année de ma naissance. Donc il y a quasiment 60 ans. Donc ça fait 60 ans que les découvertes de pétrole conventionnelles déclinent. C'est-à-dire que les pétroliers, année après année, quand ils disent on a découvert tant, c'est-à-dire en fait c'est tant qui va sortir, hein, ça décline. Donc le fait que la production se mette à décliner, si ce n'était pas le cas l'année dernière, dans quelques années, c'est juste la conséquence logique du fait que, une fois que vous avez découvert vos gisements, vous les exploitez, et donc vous avez un décalage entre la courbe des découvertes et la courbe de production. Voilà. Est-ce que le fait que le pétrole monte fortement en prix permet de mieux racler les gisements? Alors, la réponse est oui, dans une certaine mesure, mais pas de façon infinie, parce que quand vous faites sortir du pétrole de terre, vous utilisez de l'énergie, il faut pomper, comme les Shadocks, pour sortir du pétrole. Et le pétrole, en fait, un réservoir de pétrole, c'est une roche un peu poreuse, c'est de la craie, du grès, des fois du sable, des fois du calcaire, je ne sais pas si vous avez déjà vu des blocs de calcaire, imprégnés de pétrole. Mais vous pouvez en avoir que 10% dans la roche, d'accord ? Donc tout ne va pas sortir. Et vous devez lutter contre la capillarité qui est très forte, et donc vous devez, à mesure que vous avez déjà sorti du pétrole, utiliser de plus en plus d'énergie pour faire sortir le pétrole qui reste. Et le jour où pour faire sortir 1 joule de pétrole, vous avez utilisé 1 joule d'énergie, c'est game over, quel que soit le prix du pétrole. Donc vous allez vous arrêter. Donc il y a une limite physique à l'extraction du pétrole qui est liée au fait que vous utilisez de l'énergie pour faire sortir de l'énergie. Alors les Canadiens, une des raisons pour lesquelles ils veulent développer les petits réacteurs nucléaires, alors pour le coup une très mauvaise idée, moi qui vous le dis, c'est pour faire sortir plus de pétrole des sables bitumineux souterrains. Non, ça c'est une très mauvaise idée. Mais c'est ça le jeu avec le pétrole. Sur le pétrole non conventionnel, donc les sables bitumineux et les roches-mères, le shale oil, là l'appréciation du gisement global sur Terre est plus difficile à avoir, et là vous aurez probablement l'économie qui va jouer un rôle important. Il faut savoir que les producteurs de pétrole de schiste aux États-Unis n'ont jamais gagné d'argent tant que la production était en croissance. Parce qu'il faut forer tellement souvent de nouveaux puits, parce que la production des puits forés baisse extrêmement vite, que en fait les dépenses d'investissement sont en permanence supérieures à ce que rapporte la vente du pétrole, y compris quand le baril était à $140. Et ils ont dû attendre le Covid, c'est-à-dire arrêter les investissements, pour se mettre à gagner de l'argent, mais à ce moment avec une production déclinante. Donc en gros, le pétrole de schiste, c'est soit la production augmente et vous perdez de l'argent, soit la production décline et vous gagnez de l'argent. C'est un peu compliqué. Donc là, l'économie se met à jouer un rôle. Sur l'uranium, alors en fait, le prix de l'uranium est un composant secondaire du prix du mégawattheure nucléaire. Aujourd'hui, en France, le nucléaire historique, il vous produit en gros à 50 €, et là-dedans, l'uranium, il vaut en gros 1 €. Vous pourriez le multiplier par 10, qu'on s'en fout un peu. Le vrai sujet avec l'uranium aujourd'hui, c'est pas tellement son prix, c'est sa disponibilité future. Alors là, pour le coup, il y a un vrai goulet d'étranglement. Aujourd'hui, dans les réacteurs nucléaires, on ne sait exploiter que 0,7% de l'uranium qu'on trouve, c'est l'uranium dit 235. C'est-à-dire c'est un uranium qui a 92 protons et je ne sais plus combien de neutrons, il faut faire la différence pour arriver à 235 au total. Il se trouve que l'essentiel de l'uranium, c'est l'uranium 238, il a 3 neutrons de plus, et celui-là, on ne peut pas l'utiliser dans les centrales tel quel. Donc pour que le nucléaire devienne une solution durable au remplacement du charbon, à large échelle sur Terre, pas avec 400 réacteurs
etc. Ce qui est un problème différent de garder nos réacteurs, hein, pour que ça devienne durable dans le monde, il faut passer à la 4e génération de nucléaire. Avec simplement l'exploitation de l'uranium-235, on ne remplacera pas durablement, c'est-à-dire quelques siècles, la moitié des centrales à charbon dans le monde avec du nucléaire. Il n'y aura pas assez d'uranium pour ça, pas assez d'uranium-235. Voilà. Donc il y a un vrai enjeu de passer à la 4e génération, sur lequel le gouvernement français vient de dire, il n'y a pas longtemps, M. Macron a dit j'arrête, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre les Chinois et les Russes sont en train de foncer là-dessus. Donc on est en train d'abandonner sur cette filière particulière une avance technologique qu'on avait au profit des Chinois, des Russes et partiellement des Américains et des Canadiens. Les Indiens aussi, oui. Mais les Indiens, c'est un peu plus le bazar chez eux, donc ils iront moins vite que les Chinois et les Russes. Oui, à propos du nucléaire, justement, vous avez parlé du risque minime, selon vous, pour le nucléaire. Il faut en parler quand même aux habitants de Fukushima et de Tchernobyl. Mais le risque, l'avantage du nucléaire, vous l'avez dit, c'est une énergie concentrée, mais c'est aussi un inconvénient, parce que lorsqu'il y a une catastrophe, elle n'est pas concentrée. Enfin, elle n'est pas concentrée, au contraire, elle devient phénoménale. Bon. Un accident nucléaire en France, un département qui disparaît. Alors non. Mais je vais y revenir après. Oui. Enfin, en plus, un département qui se situe en région agricole, puisqu'on est sur les bords de la Loire, par exemple, et sur le Rhône. Autre point aussi pour ce nucléaire, vous avez parlé du Rhin, vous avez rappelé que le Rhin était à sec il y a quelque temps, non? Et si le Rhône prenait un niveau très bas, ou la Loire à sec, comment vous géreriez le risque du nucléaire? D'accord. Alors si la Loire ou le Rhône passe à sec, en fait, il n'y a pas de risque, il y a un défaut de production, mais ça ne met pas les installations à risque. Non, parce que le temps qu'il faut pour que le réacteur décroisse en besoin de refroidissement d'un facteur 100, c'est quelques jours. Donc quelques jours, le Rhin ne passe pas à sec en quelques jours. C'est un truc qui a mis des semaines. Oui, mais après, c'est pas grave. Une fois que le réacteur est en phase d'arrêt, son besoin en refroidissement, il est de quelques litres à la seconde. Mais il ne produit plus. Non, il ne produit plus, on est d'accord. On est bien dans une situation d'intermittence. Non, c'est pas de l'intermittence, c'est un défaut possible de production. Mais c'est pas une intermittence au sens où c'est un truc qui se produit tous les 4 matins. Alors que l'intermittence jour-nuit, c'est tous les jours. Hein. Donc on ne parle pas vraiment d'intermittence. En ce qui concerne Fukushima et Tchernobyl, alors il y a un des sigles que j'adore, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Est-ce que vous avez entendu parler de l'UNSCEAR? Non. Bon, c'est un truc dont la presse française ne vous parle jamais. L'UNSCEAR, ça veut dire United Nations, ça c'est UN, Scientific Committee, ça c'est SC, on the Effects of Atomic Radiation. C'est un organisme qui a le même statut que le GIEC, qui a été créé 30 ans avant, date de 1955, et il a pour mandat d'évaluer les conséquences des rayonnements ionisants sur la santé. C'est à ça qu'il sert. Il a rendu un rapport de 400 pages, que personne n'a lu dans cette salle, sauf moi, sur Tchernobyl. Et il a rendu le même genre de rapport dont la presse ne vous a jamais parlé sur Fukushima. Alors sur Fukushima, le rapport, il dit un truc très simple, il dit ça n'a pas fait un mort. Ce qui a fait des morts, c'est l'évacuation et le maintien de populations évacuées alors que c'était absolument pas utile sur le plan radiologique. Ça a fait des morts, parce que les gens stressent, etc. Mais c'était pas du tout utile de les maintenir loin du réacteur. Et en ce qui concerne Tchernobyl, c'est exactement pareil. Les conséquences ont été beaucoup moins graves que l'accident de Bhopal, dont vous avez peut-être entendu parler. Il y a eu beaucoup moins de morts à Tchernobyl qu'à Bhopal. Donc les conséquences, et encore une fois, ces trucs-là sont faits exactement avec le même statut que les rapports du GIEC. Alors au Shift Project, j'ai un directeur qui est un ancien journaliste. Il est devenu plus pro-nucléaire que moi le jour où il a demandé à 50 de ses anciens confrères « Mais pourquoi tu n'as jamais parlé du rapport de l'UNSCEAR ?» et que 50 fois, il a obtenu des gens qui regardaient leurs pieds. D'abord, ils n'en avaient jamais entendu parler. Et une fois qu'ils l'ont lu, ils ont regardé leurs pieds parce qu'ils se sont dit « Merde, je vais être obligé de dire l'exact inverse de ce que j'ai propagé jusqu'à maintenant. » Mais donc, c'est des accidents qui sont des accidents sérieux, c'est incontestable, mais c'est des nains de jardin au regard des morts du charbon tous les ans. Des nains de jardin, il n'y a juste pas photo. La pollution aux particules fines en Allemagne fait 20 000 morts tous les ans. 20 000, tous les ans. Donc, toute installation comporte des risques. Les engrais, ça comporte des risques. Du reste, ça a soufflé une partie du port de Beyrouth il n'y a pas longtemps. Hein. Donc, il faut arrêter d'utiliser les engrais. Vous êtes d'accord avec moi? Non. Donc, voilà. Donc, tout comporte des risques. La question est celle, encore une fois, dans le monde dans lequel nous sommes, d'arbitrer entre les risques. C'est ça le sujet. Et donc, mon point, c'est d'essayer d'avoir une décision le plus éclairée possible, une fois qu'on a compris quels étaient les risques en regardant les faits, qui sont très mal relatés par la presse, hein, donc ça c'est très clair.
derrière de prendre ce qui est la moins mauvaise option à notre main. Voilà. Donc, en ce qui concerne ma propre vie, par exemple, l'option rajeunir de 20 ans n'est pas disponible. Donc je prends toutes les options à ma main dans lesquelles il n'y a pas rajeunir de 20 ans, même si peut-être ça serait la plus sympathique si je pouvais. Donc là, c'est exactement pareil en ce qui concerne le nucléaire. Il faut regarder ce que ça signifie de ne pas en avoir versus ce que ça signifie d'en avoir. Et il y a des risques dans les deux cas de figure. Et mon analyse, c'est qu'il y en a plus si on dit on n'en a pas. Voilà. Mais c'est mon analyse. Voilà. Pour conclure, les questions, c'est fini. Voilà. Oui, tout à fait. Deux petites choses. Hein. C'est pour finir sur une touche agricole. Je veux dire, le rejet des CO2, là, sur le slide, c'est très important. Je veux dire, les marges de manœuvre que nous, agriculteurs, nous avons, c'est autour des ruminants. C'est méthane et protoxyde, essentiellement. Méthane et protoxyde. Et donc, la solution pour le méthane, c'est d'avoir moins d'animaux, plutôt des animaux nourris à l'herbe et avec une meilleure rémunération des paysans. Et aux graines de lin. Oui, effectivement, il y a une association locale de production de graines de lin. Et puis sur le protéine d'azote, c'est rallonger de rotation, mettre des légumineuses probablement. Oui, c'est ça, il faut remettre des légumineuses pour remettre de l'azote. C'est-à-dire que pour les agriculteurs qui devront s'installer, parce qu'il y a un besoin important de renouvellement de génération chez les agriculteurs, beaucoup de fermes à reprendre, de dire ils devraient s'inspirer de ça, je veux dire. Et en ce qui concerne les... Oui, dernier point aussi... Et mettre du carbone dans le sol. Mettre du carbone dans le sol, et puis ne pas participer à la déforestation d'Amazonie en nourrissant les animaux plutôt avec des protéines produites localement, hein, plutôt que du soja américain, du soja brésilien. Vaut mieux des pois et des févrols français. Tout à fait, oui. Voilà. Et de la luzerne. Ou de la luzerne, qui va apporter de l'azote pour les cultures suivantes. Et puis, dernière chose, parce qu'il n'y a pas que des agriculteurs dans la salle, il y a aussi des consommateurs. Et pour les consommateurs, plutôt acheter les œufs directement auprès des producteurs. Hein. C'est-à-dire que pour les agriculteurs qui vont s'installer plus tard, le modèle d'une production très diversifiée, livrée, non pas à des grandes surfaces ou à l'agroalimentaire, plutôt livrée auprès d'AMAP et puis de marchés locaux, ça a du sens pour les business models des agriculteurs qui devront s'installer. Et puis essayez, si vous y arrivez, alors c'est plus facile en animal qu'en végétal, de capter de la valeur ajoutée de transformation. Par exemple, dans l'élevage, il y a des gens qui arrivent à beaucoup mieux s'en sortir en ne vendant pas du lait, mais en vendant des yaourts et des fromages. Alors, on aurait le voir, alors je suis du champ d'agriculture, mais à la champ d'agriculture, il y a aussi des travaux qui sont menés là-dessus. Je veux dire, il y a une plateforme qui était de distribution de produits locaux et qui a été mise en place en lien avec une coopérative d'Eure-et-Loire, hein, pour distribuer des produits qui sont fabriqués en Eure-et-Loire. Ça a du sens, hein, je veux dire. Il y a un certain nombre de collectivités locales qui s'intéressent aux programmes alimentaires, les programmes alimentaires territoriaux, hein, où la place serait faite à des produits locaux et des produits de qualité. Je veux dire, tout ça, ça a du sens, il me semble, dans Absolument. Et pour les consommateurs, aller au marché. Oui, tout à fait, voilà. Donc, j'en termine là. Je vous remercie d'être venu. Je remercie également le conseil régional de la région Centre-Val de Loire qui nous aide à participer à ce forum. Voilà. Et je remercie également la ville de Nogent-Ventroux qui a mis à disposition cette salle. Voilà, je vous remercie. Et je remercie Jean-Marc. Merci pour votre invitation.